la Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Gain, Chandler, un nouveau mandat. L'équipe est complète. Pour les dernières années, on était pas beaucoup de monde à la table. Ben, il manquait des gens, dans le fond. Puis le fait d'avoir un conseil qui sont tous présents, tous les quartiers sont représentés, donc ça m'enlève, c'est sûr, du travail à moi, là, parce que j'allais toutes les semaines à Newport. Puis là, ben, il y a un conseiller pour le secteur qui va amener les besoins de la ville de Newport. C'est plus facile, beaucoup, de faire ça de cette façon-là. Donc, puis je remercie la population de m'avoir donné un mandat clair. Puis... Narcotiques anonymes. 40 ans d'entraide gratuite pour retrouver la liberté. On se comprend, en fait. C'est que une personne qui est pas dépendante comprendra pas nécessairement ce genre de désir de destruction, d'auto-sabotage, parce que c'est plein de gens avec des qualités exceptionnelles. Donc, souvent... ça va être « Oui, mais pourquoi tu fais ça? » Découvrez les activités de l'ADAEQAR 3e capsule d'automne. Voici nos activités jusqu'au 5 décembre en ordre chronologique. Pour Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale à l'UQAR, le caribou est une espèce emblématique des écosystèmes de l'hémisphère nord. Au Canada, plusieurs populations de la sous-espèce du caribou des bois sont aujourd'hui en déclin. Panier de Noël et guignolé, l'appel à la générosité revient. Ça, j'ai la Sûreté du Québec qui embarque encore, heureusement, cette année. On est chanceux, le poste de Pavot est très... Ils sont très coopératifs et très... enthousiasmé, je dirais, par la guignolée à tous les ans. Tournée pastorale, les défis de notre communauté. Mais quand tu as une population de 300 personnes, moins de 500 personnes, qui héritent d'un édifice assez imposant et avec la réalité socio-religieuse dans laquelle nous vivons, ça devient extrêmement difficile de continuer de pouvoir habiter ce lieu-là. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Un nouveau mandat de 4 ans s'ouvre à Chandler avec 2 nouveaux conseillers municipaux. Pour le maire Gilles Darèche, que TVRP a rencontré au sortir de la toute première séance publique de ce mandat, il était question des défis qui l'attendent, lui et son conseil municipal, sur le plan du développement économique, entre autres. Voici notre entretien. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. 3 sujets rapidement. Il y a un mandat qui s'ouvre, oui. 4 ans. Ça ressemble à quoi ce mandat-ci? C'est une belle équipe. Hein? L'équipe est complète. Pour les dernières années, on était pas beaucoup de monde à la table. Il manquait des gens, dans le fond. Puis le fait d'avoir un conseil qui sont tous présents, tous les quartiers sont représentés, donc ça m'enlève, c'est sûr, du travail à moi, là, parce que j'allais toutes les semaines à Newport.
Puis là, ben, il y a un conseiller pour le secteur là, qui va amener les besoins de la ville de Newport. C'est plus facile beaucoup de faire ça de cette façon-là. Donc, puis je remercie la population de m'avoir donné un mandat clair, puis on va travailler fort. On a quoi sur la table? D'autres projets d'asphaltage, du logement? Oui, absolument. Le logement, on rencontre des gens cette semaine encore, puis il y a des beaux projets qui s'en viennent. Là. Il y a des gens intéressés. Là, dans un premier mandat, on a travaillé les contacts avec ces gens-là. Là, les gens ils viennent nous voir pour acheter des terrains puis commencent à travailler. OK. Donc, on sent que l'économie va être en train de... On sent qu'il va y avoir un regain. OK. Pour le logement, récotourisme, culture... Absolument. On continue le projet pour le Quai, qui est un très gros projet, un très beau projet. Oui. Il y a d'autres projets là, qui vont venir, qu'on va annoncer plus tard. Parfait. Tant qu'à parler d'économie, il y a 8 des 9 terrains de dans l'ex-usine Gaspésia qui semblent être constructibles selon une étude de sol, voilà. Ça veut dire quoi, concrètement? Bien, ça veut dire qu'on est heureux parce qu'on pensait que sur ce terrain-là, on ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est sûr que dans la grande partie contaminée, les gens nous demandent de faire plein d'affaires, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans cette partie-là. Mais dans la partie qu'on a fait des tests de sol, 8 terrains sur 9, donc c'est très motivant parce qu'on a déjà des appels pour acheter des terrains. On n'est pas prêt à les vendre tout de suite. On n'est pas organisé pour le vendre là présentement, mais ça va se ramener dans les prochains mois. Là, puis, mais ça va être... on peut faire du multilogement, on peut faire du résidentiel également. OK, d'accord. Dernier sujet, il projette 2 pistes cyclables sur l'avenue Daigneault. Oui. Donc, on continue le réseau de pistes cyclables, j'ai compris là. Oui, le premier réseau était un projet pilote qu'on va améliorer parce qu'il y avait une certaine insécurité là, au niveau, surtout quand on parle de l'hôpital pour s'en aller vers la rue Hôtel de Ville. Oui. La piste cyclable était large, la rue était pas assez. Donc, on va modifier ça un peu pour permettre à la population d'être plus sécuritaire là-dedans. Il y avait même des voitures qu'on passait à la piste cyclable. C'était confondant un peu quand tu arrivais là. On va modifier ça un peu, puis on va ajouter une piste cyclable. C'est très populaire. Donc, on attend des subventions quand même. Des bonnes subventions, oui, puis on va y aller avec ça. Donc, M. Noël est en charge. M. Marc-André Noël, c'est lui qui pilote le dossier. Puis, il va nous revenir sous peu avec d'autres informations. Merci, M. le maire. Plaisir. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. À l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances et des 40 ans de Narcotiques Anonymes au Québec, nous recevons Martin et Annick, 2 membres de cette fraternité. Martin et Annick, qui ont retrouvé une nouvelle vie grâce au programme, partagent leurs témoignages. Ils expliquent comment fonctionne ce mouvement d'entraide, où le meilleur remède, c'est un autre dépendant. L'accès est gratuit, sans jugement, et la seule condition requise est le désir d'arrêter de consommer. Moi, je suis Martin, je suis bénévole dans Narcotiques Anonymes. J'ai connu la fraternité en 1988. Je fais toujours partie de la fraternité. J'ai la chance de toujours être dans la fraternité de Narcotiques Anonymes. Ça veut dire que ça fait 37 ans que je suis dans la fraternité. ENA, on parlait un petit peu de Narcotiques Anonymes, ENA est là pour transmettre le message. Ça m'a été transmis par des personnes qui... En 88, c'était jeune. C'était en forme de brillance. Ça venait d'arriver à Chandler. Moi, j'ai connu ça à Chandler. C'était
Je pense que ENA est arrivé au Québec en 86, puis c'est arrivé en 88 à Chandler. Ça a été transmis par le CLLC de Chandler qui avait envoyé M. Jean-Hugues L. à Shawinigan pour aller chercher les documents pour aller chercher les documents pour les CLLC parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème de toxicomanie en Gaspésie, surtout dans le coin de Rocher-Percé. Puis c'est là qu'a débuté l'aventure de Narcotiques Anonymes en Gaspésie. Ça fait 37 ans, puis moi, de mon cheminement avec la fraternité, je me suis toujours impliqué dans la fraternité, dans mes meetings, puis aussi essayer de transmettre le message à la personne pour dire que oui, ça marche, qu'aujourd'hui, je peux vivre sans consommer, que oui, j'ai du fun sans consommer, j'ai des amis, puis je fonctionne sans consommer, puis encore en mieux. Pas mal. S'il y a d'autres questions après ça. D'accord. Oui, je t'aurais demandé pourquoi, comment, quand tu dis que tu es bénévole, est-ce que tu veux dire que toi, maintenant aussi, à ton tour, tu parles avec d'autres personnes, tu transmets quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par là, comme le bénévolat? Qui peut aider un autre dépendant? Parce que moi, je m'identifie comme dépendant parce que dans la narcotique anonyme, ça englobe tout. Ça englobe l'alcool, les drogues, les médicaments, prescrits ou non prescrits, mais pris de façon abusive. Ça veut dire que nous autres, on veut identifier, on ne veut rien savoir qu'est-ce que tu as consommé. On veut savoir qu'est-ce que tu veux pour t'en sortir. Puis une des meilleures solutions ou une des meilleurs remèdes, c'est un autre dépendant. C'est de transmettre, de pouvoir parler, de pouvoir avoir des suggestions. Puis le meilleur remède, c'est un autre dépendant ou un autre dépendant qui peut transmettre. C'est là la force de l'unité. Alors Annick, est-ce que toi tu voudrais aussi te présenter puis nous donner ton lien? Quel est le pont entre toi et Narcotiques Anonymes? Bonjour, je m'appelle Annick. Moi, j'ai connu Narcotiques Anonymes en 2017, mais pour moi, à l'époque, qui était propriétaire, j'avais un emploi, tous mes paiements étaient faits. Je me disais que j'avais pas de problème de consommation. Maintenant, je peux dire que oui, parce que j'étais pas capable de vivre mes émotions. Puis à chaque fois, j'allais chercher une soupape parce que j'étais en colère, parce que j'étais joyeuse, parce qu'il y avait toujours des raisons plausibles mais fausses pour consommer, en fait. Je consommais pas quotidiennement à l'époque, donc pour moi, c'était ouais, c'est correct. Puis de 17 à 20 ans, c'était ma vie de jeunesse, c'est normal. Mais ma manière de consommer, elle a toujours été problématique. Puis, la pandémie est arrivée. En travaillant en restauration, j'ai eu beaucoup de temps pour moi. Puis, j'avais des belles excuses comme « Ah, il est midi à quelque part dans le monde. » Et là, j'ai commencé à consommer. C'est très sournois, hein? « Ah oui, mais je travaille pas, c'est pas grave. » Fait que finalement, je me suis ramassée avec un sacré gros problème. J'ai tout essayé par moi-même pour arrêter. J'ai changé une substance pour une autre en me disant... Ah, mais ça, c'est pas grave. Jusqu'à ce que je perde complètement la maîtrise de ma vie. J'étais plus moi-même, je me sentais pas bien, je me sentais coupable, je me sentais honteuse. Puis j'ai demandé de l'aide. Puis on m'a aidé, on m'a dit que n'importe quel dépendant peut arrêter de consommer. Puis perdre l'envie de consommer aussi. Puis ça, c'est magique parce qu'avant, ma vie tournait autour de la consommation. Peu importe la consommation, il y avait toujours une bonne raison. Puis, je suis retournée chez Narcotiques Anonymes officiellement en mai 2024, mais là, avec l'envie de changer l'enfer dans lequel je m'étais mis finalement. Puis là, c'est comme ça que j'ai connu des membres comme Martin, tu sais, c'est vrai, dans Narcotiques Anonymes, c'est ce qu'on dit, pour conserver ce qu'on a, faut le rendre à quelqu'un d'autre, faut leur donner. On a
on a le privilège de se rencontrer 1, 2, 3, 4 fois par semaine pour parler, de parler des vraies affaires, de comment on se sent. Puis finalement, quand je parle dans une réunion, je me rends compte qu'une telle personne a vécu la même affaire. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. En fait, à part dans ma famille paternelle, c'est la première fois que je me sens à ma place parce que je m'étais jamais sentie à ma place ailleurs. Puis là, ben, ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai pas consommé, puis j'ai pas envie de consommer, puis j'ai jamais eu autant de plaisir dans la vie. Je me réveille le matin, je suis heureuse d'être là. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même grâce à Narcotiques Anonymes. Fait que ça, c'est pour moi. Intéressant, merci pour ce partage. Est-ce que ce que je comprends, c'est que en vous écoutant les deux, c'est que le côté du support, dans le fond, les gens qui vont transmettre ou vous recevoir ou accueillir, et maintenant vous qui êtes dans l'autre, des fois, position comme Martin, il y a cette importance de l'expérience que vous avez vécue. Est-ce que vous, toi, je sais pas où t'en es, Annick, par rapport à ça, mais est-ce que toi, là, tu le fais via une entrevue, là, mais de transmettre un peu ton expérience à ce sujet-là, là. Mais du côté de se positionner de l'autre côté, puis d'écouter les gens ou de recevoir les gens qui passent à travers les mêmes situations que vous avez vécues. Comment toi tu vois ça dans justement le rôle de Narcotiques Anonymes là-dedans? En fait, je pense que chez Narcotiques Anonymes, on trouve des membres de tous les niveaux socio-économiques, toutes les classes sociales. Puis souvent, en tout cas moi, je me suis jamais sentie comprise. Puis je réalise que parmi les membres de notre fraternité, on se comprend, en fait. C'est que une personne qui est pas dépendante comprendra pas nécessairement ce genre de désir de destruction, d'auto-sabotage, parce que c'est plein de gens avec des qualités exceptionnelles. Donc, souvent, ça va être oui, mais pourquoi tu fais ça? T'as tellement de potentiel, pourquoi? Mais nous, quand on est ensemble, on n'a pas ce jugement-là, on peut être nous-mêmes puis vraiment se livrer. Donc, cette entraide-là peut pas se trouver, tu sais, il n'y a pas mieux placé qu'un dépendant pour en aider un autre. Puis, ça peut être difficile parfois. C'est pour ça que on invite les gens à venir nous voir s'ils pensent qu'ils ont un problème de consommation. Juste s'ils pensent qu'ils ont un problème ou s'ils ont le désir d'arrêter, ben là, on les accueille puis on peut leur transmettre un message que oui, c'est possible parce qu'on se comprend. Peu importe d'où on vient. Il y a une empathie qui est là pour aider l'autre à s'en sortir, en fait, d'un amour véritable, sans jugement. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça me donne en fait. Je voulais justement demander à Martin comment est-ce que tu pourrais, un peu comme pour démystifier un petit peu, quand admettons, on n'a jamais entendu parler ou on entend parler par la bande comme ça, mais comment est-ce que tu décrirais le côté, la facilité ou pour les gens qui nous écoutent ou qui n'ont pas fait encore le pas ou qui voudraient ou qui ont un intérêt, par exemple, comment tu décrirais justement ou tu reflèterais quelqu'un qui fait un premier contact et c'est quoi l'avancement et comment ça se passe concrètement chez Narcotiques Anonymes? Ça c'est l'individu. On est là pour supporter. On est là. On va être là pour tendre la main, pour t'aider à cheminer et à évoluer dans ton cheminement. On ne sera pas là pour te pousser, on ne sera pas là pour t'inculquer, pour te faire des promesses. Ça, c'est pas entre guillemets, dans nos religions, c'est pas ça. C'est qu'on va être là. Si tu as le désir, Annick l'avait dit, si tu as le désir d'arrêter de consommer, c'est juste le mot désir. Même si tu viens au meeting, puis tu es gelé, puis tu es sous, viens nous voir. Tu vas voir des yeux
tu vas voir des figures pétillantes qui ne consomment pas aujourd'hui. Tu vas voir des personnes qui ont le goût de vivre sur 24 heures abstinent, qui ont le goût de foncer aujourd'hui dans l'abstinence, puis de pouvoir te le transmettre aujourd'hui, puis de dire oui, aujourd'hui, j'ai pas consommé, puis j'ai pas de goût. Aujourd'hui, là, dans Narcotiques Anonymes, ils font une promesse. C'est la liberté. Moi, aujourd'hui, je me lève aujourd'hui, là, j'ai plus besoin, je pense plus à la limogerie. J'ai plus d'obsession d'aller consommer. Puis j'ai plus de compulsion. Si ça, c'est pas une compulsion, ça, si c'est pas une liberté pour un indépendant, c'est un miracle. C'est un miracle pour un indépendant qui, soit c'est un junkie, ça prenait sa piqûre, soit c'est un gars, un alcoolique, ça prenait sa bouteille, ou soit ça prenait un joint, n'importe quoi, tu te parles de consomme, puis tu arrives du jour au lendemain, tu n'as pas besoin. Puis, seule chose, je détermine à aller faire un meeting, aller voir mes frères et sœurs qui peut m'aider à traverser, parler des émotions, c'est une maladie des émotions. Puis j'ai une émotion ou un sentiment, aller essayer dans une salle de meeting, aller la jaser. On est 5-6, on est 7-8, on est une dizaine, ou une quinzaine, une vingtaine. Puis il y en a un qui dit, oui, moi aussi, j'ai passé par là. On se retire peut-être à la pause café, ou après le meeting, on enregistre les deux, ou qu'on va prendre un café. Ça ne s'arrête pas au meeting. Ça ne s'arrête pas au meeting. Après, on prend le numéro de téléphone, puis on est là, on est prêt à t'aider 7 sur 7, 24 sur 24. Hein? Si aujourd'hui, tu as besoin d'aide, là, quand même qu'il est à 1h du matin, 3h du matin, là, si tu souffres, tu as de la misère, appelle. Si on peut sauver une vie, là, pour un coup de téléphone, gêne-toi pas. On est là. On est les instruments. On est là, serre-toi. Oui, je lisais dans le communiqué là, que quand je vois que c'est un organisme qui tient au moins 320, plus de 320 réunions par semaine au Québec. En plus, si je me trompe pas, Annick, tout ça, c'est bien gratuit, hein, l'accès, il n'y a pas de frais d'adhésion, tout ça. Il n'y a pas de frais d'adhésion, il n'y a aucune promesse à faire. Tu viens, on t'accueille. Les réunions, en fait, selon les régions, comme par exemple ici à Gaspé, on tient 2 réunions par semaine, une le jeudi soir à 19h30, une le dimanche. C'est 2 formats. Le jeudi soir, c'est réservé pour les dépendants ou ceux qui pensent avoir un problème avec la drogue. Donc, on fait une discussion sur des sujets. Puis le dimanche après-midi à 14h, cette réunion, elle est ouverte. Elle est ouverte parce que on souhaite que les gens aussi, éventuellement les familles qui supportent la personne qui veut s'en sortir, puissent être là. On a décidé, nous, dans notre groupe, le dimanche après-midi, d'accueillir aussi les enfants. On a des crayons de couleur. C'est toujours dans la douceur aussi, parce que les parents... les parents ont besoin aussi d'un endroit pour se poser. Donc, nous, c'est comme ça que ça fonctionne à Gaspé. Sinon, il y a Martin à Chandler qui est là aussi les lundis soirs. De plus en plus, en Gaspésie, on a des personnes qui veulent accueillir des gens qui veulent s'en sortir, en fait. Donc, c'est toujours gratuit. Après, c'est libre à chacun de dire j'ai envie de m'impliquer parce que j'aime la gang, parce que je veux faire partie de OK, moi, ce mois-ci, je veux faire le café. Moi, cette semaine, j'aimerais animer. Donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi à se refaire confiance. Parce que quand on rentre dans une salle de narcotiques anonymes, souvent, on va pas très bien, là. Il y a plus grand-chose que ce soit physiquement, mais souvent, c'est à l'intérieur. On est complètement démoli, en fait. Donc, de recommencer tranquillement à faire confiance aux gens, à se faire confiance à nous. Donc, c'est possible comme ça. Donc, mais il y a rien, on demande rien. Juste, viens, puis écoute, puis si tu as envie de participer, participe. Mais c'est libre. Narcotiques anonymes, c'est libre.
Intéressant. Je vous entends employer le mot fraternité. C'est pas comme on passe d'une situation à une autre, puis après, il n'y a plus rien. Là, vous faites vraiment partie de quelque chose qui continue malgré qu'il y ait un arrêt de quelque chose. Enfin, je le vois un peu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça que vous le vivez, vous aussi. Martin, par exemple. Ben oui, c'est tout le temps une continuation dans notre 24 heures. Là, puis, on se fait des nouveaux amis. Ça, c'est une des premières barrières quand on pense d'arrêter de consommer, c'est nos amis. C'est le fun, qu'on n'aura plus de fun, qu'on n'aura plus d'amis. Puis c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui arrive. Quand on arrête de consommer, là, c'est le fun qu'on a que. Tantôt, je disais ça, je le disais que sans consommer, on a du fun. Là. Moi, aujourd'hui, tu as plus d'argent dans les poches, tu n'as pas besoin d'aller consommer. Là. Tu peux, on parlait du matériel, tu peux t'acheter un peu plus de matériel, de la bouffe. Mon frigidaire est plein, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la chaleur. Avant ça, je ne peux pas me permettre ça. Là. Peut-être pour terminer. Oui, vas-y, Annick, oui, vas-y. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que, comme Martin disait, il y a pas de dirigeant. S'il y a des groupes de formés, c'est juste pour transmettre le message aux dépendants qui souffrent encore. Puis c'est ça qui est important, en fait. Puis après ça, chaque personne peut apporter sa couleur aussi. Donc, c'est choisir un groupe d'appartenance, souvent aussi, c'est d'apporter sa couleur dans le groupe, mais le seul but d'un groupe de narcotiques anonymes, c'est de transmettre le message aux dépendants, puis éventuellement les autres structures de services comme les centres de services, tout ça, c'est pour aider les groupes à faire mieux un peu. C'est un peu ça avec le communiqué de presse que vous avez reçu. Nos relations publiques vont mettre les gens en lien pour qu'on puisse transmettre le message, dire que oui, c'est possible d'arrêter de consommer. Puis que les gens sachent qu'on existe. D'un peu déstigmatiser aussi le visage de la dépendance parce que moi, personnellement, quand je me disais, ah oui, c'est pour moi quelqu'un de dépendant, les drogues, c'est vraiment quelqu'un qui habite sous un pont ou sur un banc de parc avec... Non, la dépendance est partout. Fait que juste de dire, si tu penses que tu as un problème avec ta consommation, viens nous voir, puis on verra ce qui va arriver. Tu sais, mais c'est un message d'espoir. C'est possible. C'est possible d'être bien. C'est possible d'être heureux, de plus sentir cette souffrance-là, tranquillement. Fait que c'est ça. J'avais une dernière question peut-être pour terminer. Si pour les gens qui nous écoutent présentement, qui se sentent interpellés, ou que ce soit pour soi-même, mais je comprends aussi que des fois on peut être le proche de quelqu'un qui peut-être aurait besoin d'aide ou pas. Quel est le premier pas simple à faire dans le fond que vous recommanderiez ou le message que vous transmetteriez pour terminer sur ce sujet? Ben, en fait, de mon expérience puis de ce que j'entends souvent, tu sais, on peut juste s'en sortir si on veut vraiment s'aider. Donc, de glisser un mot, de dire on existe, etc., mais ça va toujours être à la personne qui a un problème avec une substance qui faut que ça vienne d'elle. Fait que le mieux, c'est de rester à l'écoute, d'être là pour la personne, puis mais on peut pas forcer personne. Faut que ça vienne, le changement, il vient à l'intérieur, la volonté, le désir d'arrêter de consommer. C'est la condition, la seule condition qu'on dit, c'est le désir d'arrêter de consommer, puis que la famille désire que la personne arrête de consommer, ça fonctionne pas. Donc, peut-être juste de dire qu'on est là, d'appeler, on a une ligne aussi, 1-855, ligne ENA, donc c'est possible peut-être d'appeler, d'aller voir sur Internet. On a un super beau site. C'est www.naquebec.org. Donc, d'aller chercher des informations là, éventuellement. Lorsqu'on tient des réunions ouvertes, la personne pourrait toujours venir dans la réunion. On a des dépliants qui sont gratuits. Vous laissez traîner des petits documents pour voir. Il y en a un qui s'appelle Suis-je dépendant? Donc, c'est des questions. Donc, mais c'est vraiment une approche sans pression. Il faut que ça vienne de la personne elle-même.
Donc, je dirais aux gens qui... parce que souvent, la famille s'en rend compte avant nous-mêmes qu'on a un problème avec la consommation. Donc, c'est peut-être mais toujours de rester dans l'écoute, dans l'accueil, puis de dire qu'il y a des solutions. Mais après, il faut que ça vienne de la personne qui veut s'en sortir. Merci beaucoup, Annick. Je ne sais pas si Martin, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Annick a été pas mal de complet, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a, à parler de la ligne ENA, aussi on a enaquebec.org. Il y a pas mal tout derrière ça. Tu as tous les meetings qui se passent au Québec. Pardon, puis ça a sorti où tu as les meetings Zoom. Des fois, c'est trop gênant pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les meetings physiques. Tu as les meetings Zoom. Des fois, tu peux arriver par Zoom. Après ça, tu vas pouvoir arriver par les meetings physiques. Puis, il y en a beaucoup qui, au début, sont trop gênés pour arriver par les meetings physiques. Ils arrivent par les meetings Zoom. Puis, aussi, la ligne 1-800. La ligne 1-800, on se posait la question cette semaine, c'était quoi? On va te voir. La ligne 1-800, la première, c'est tu peux avoir de parler à quelqu'un. Puis le deuxième, il va te dire c'est où les réunions. Tu t'appelles, tu as le 1, tu as le 2. Le 1, c'est pas pour parler avec quelqu'un. Le 2, c'est pour savoir c'est où les réunions. Puis comme Annick disait tantôt, c'est une troisième tradition, c'est le désir d'arrêter de consommer. C'est toi. Tu t'aperçois, au dernier, c'est plus la consomme, au dernier, c'est de la souffrance qui t'apporte à ouvrir la porte de la catégorie. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Annick, pour votre temps. Un gros merci. Merci, Marc. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous aider. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offrent le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. L'apprentissage, la découverte et le partage des connaissances ne devraient jamais s'arrêter, peu importe l'âge. C'est la mission que s'est donnée l'Association de développement des aînés à l'UQAR, mieux connue sous le nom de l'ADOCAR. Dans la capsule qui suit, Michel Hébert, responsable bénévole des communications, nous présente l'objectif de cet organisme essentiel pour les 50 ans et plus, qui couvre un vaste territoire allant du Bas-Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Il nous explique l'éventail des possibilités offertes pour rester actif intellectuellement et socialement. Écoutons-le. Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités.
En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer. Cela dit, voici nos activités jusqu'au 5 décembre en ordre chronologique. Pour Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur en écologie animale à l'UQAR, le caribou est une espèce emblématique des écosystèmes de l'hémisphère nord. Au Canada, plusieurs populations de la sous-espèce du caribou des bois sont aujourd'hui en déclin, avec des extinctions locales dans la frange sud de leur aire de répartition. La conservation du caribou représente donc un des principaux défis de conciliation des usages du territoire au pays. Le conférencier détaillera le constat d'échec de nos politiques de conservation pour quelques populations du Québec et tentera d'apporter un éclairage scientifique à la problématique et aux solutions envisageables. Il est possible que la date change, mais pour l'instant, cette conférence aura lieu le vendredi 21 novembre à 13h30 en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Poursuivons avec une formation en informatique sur un sujet qui nous préoccupe tous, comment utiliser les courriels en toute sécurité. Avec Pierre Wolfsagen de Formatio, vous verrez pourquoi les courriels sont intéressants pour les attaquants. Vous passerez en revue les types de menaces, hameçonnage, usurpation d'identité, usurpation de domaine, etc. Et vous verrez comment trouver les failles et reconnaître un courriel illégitime. Vous verrez les recommandations et les bonnes pratiques. Cette activité se déroulera le lundi 24 novembre à 9h30 à distance sur Zoom. La prochaine activité nous concerne tous. Marcel Landry, enseignant la technique de l'informatique au Cégep de Rimouski, vous invite à l'activité « L'intelligence artificielle au service de votre quotidien, initiation pour les 50 ans et plus ». Cette formation vous permettra de comprendre les bases de l'intelligence artificielle et d'en tirer profit dans la vie de tous les jours. Apprenez à rechercher efficacement des informations, à préparer un voyage, à améliorer vos écrits ou encore à vous former en langue grâce à des outils simples et accessibles. Cette formation a été offerte l'hiver dernier et devant le succès remporté, nous l'offrons de nouveau. Et pour clôturer la session, nous vous invitons à la conférence « La politique américaine, le deuxième mandat de Donald Trump ». Notre conférencière, Alexandre Couture-Gagnon, native de Rivière-du-Loup, est chercheur à la chaire Raoul Dandurand et est professeur agrégé à l'Université du Texas Rio Grande Valley. Donald Trump a commencé la 47e présidence des États-Unis en janvier 2025. Cette conférence analysera d'abord les impacts de sa deuxième présidence sur le gouvernement fédéral des États-Unis, ainsi que sur l'économie et la société américaine. Ensuite, il sera question des conséquences sur le Texas et finalement des élections de mi-mandat de novembre 2026. Nos collègues bénévoles de programmation travaillent présentement sur la programmation de l'hiver prochain. Alors, à la prochaine capsule, nous pourrons vous en dévoiler le contenu. Mais pour l'instant, sachez que les formations vont se retrouver dans les volets bien vieillir en santé, bien vieillir financièrement, culture, société et loisirs, informatique ainsi que langue. Il y aura également des conférences et des visites. Avant de conclure cette capsule, Noël approche et nous vous proposons d'offrir un cadeau différent, c'est-à-dire un chèque cadeau au montant de votre choix pour une adhésion à notre association ou pour couvrir les coûts d'inscription à une ou plusieurs activités. Comme vous venez de le constater, l'ADOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web Internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût. Merci à Michel Hébert et à l'ADOCAR pour partager avec nous cette capsule des activités à venir et pour permettre la diffusion de leurs conférences. Il y aura d'autres capsules d'information cet automne. Restez à l'affût de leurs activités en écoutant votre reflet d'ici. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager.
Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Bientôt, ce sera la Guignolée et le Centre d'action bénévole a besoin de notre générosité. Pour parler de cette journée et également des paniers de Noël, nous sommes en compagnie de Cindy Langlois et Nancy Lafayette du Centre d'action bénévole. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Donc, on va commencer par les paniers de Noël. À chaque année, c'est toujours la même chose, mais il faut quand même faire des rappels. Parle-moi un peu de... Oui, bien, en fait, je peux vous parler des formulaires. Les formulaires sont déjà en circulation dans les 3 CLSC de la MRC, dont celui de Percé, Chandler et Gascon. Nous avons aussi des formulaires à la clinique médicale de Grande-Rivière. Nous avons aussi des formulaires, évidemment, à nos locaux. Et il y a des formulaires qui sont sur notre page Facebook. Donc, les gens peuvent, via la page Facebook, remplir et nous envoyer par courriel. Le courriel est indiqué sur le formulaire. Il est super important d'avoir les preuves de revenus et dépenses. Si ce n'est pas complet, malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer la demande en analyse. Et le tout doit être rempli et faire parvenir à nos locaux avant le 12 décembre. Et les gens vont pouvoir nous appeler à partir du 15 décembre pour avoir leur réponse, et ce, à nos locaux, au 689-6023, au poste 100. Pour donner une idée, c'est sûr que dans les dépenses, loyer, électricité, le câble, j'imagine, qu'est-ce qui est peu, qu'on pourrait... C'est quoi que ce qu'on paye mensuellement, hein, tout ce qui est assurance, assurance auto, paiement d'auto, paiement de cellulaire, paiement de téléphone, paiement de câble, tous les paiements qu'on fait mensuellement. Loyer, hypothèque, taxes. Oui. Et surtout, avec l'inflation, il y a beaucoup de choses, même l'épicerie, c'est pour ça que vous faites ces 2 opérations-là. Tout coûte tellement cher, le monde a de moins en moins les moyens de pouvoir se nourrir convenablement. Oui, exactement. Donc, si les gens font la demande, ils ont des besoins. Donc, évidemment que les demandes, quand on les reçoit, quand tout est bien rempli, c'est plus facile pour nous à ce moment-là par rapport à l'analyse et tout ça là, pour faire le traitement de la demande. Faut pas être gêné de montrer c'est quoi nos dépenses. Non, pas du tout. Faut pas être gêné. Puis, il faut pas être gêné non plus. On fait beaucoup allusion aux dépenses, mais il y a les revenus. Donc, tout ce qui est revenu, que ça soit au niveau de l'assurance emploi ou de la sécurité du revenu, tout doit être noté aussi. C'est super important. Puis, si les gens n'ont pas, à la limite, toutes les informations rapatriées, on propose souvent aussi d'avoir les relevés bancaires. À la limite, tout est noté. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. OK. Autre chose qu'on peut rajouter concernant l'opération des paniers de Noël? En fait, les gens ont jusqu'à quand pour remplir le formulaire? Les gens, la date limite pour faire la demande, c'est le 12 décembre. Et ils vont pouvoir nous appeler à partir du 15 décembre à nos locaux
au poste 100 pour savoir s'ils ont été acceptés ou pas. OK. Puis la remise de ces paniers-là, qui se trouve être, je crois que c'est plutôt des chèques cadeaux dans les... des bons d'achat. Des bons d'achat, oui. Chez les marchands d'alimentation. Oui. Oui, puis en fait, au niveau de la date de remise, on va pouvoir en discuter plus par téléphone quand ils vont... le 15 décembre, ça va être spécifié, la date de remise. Ces chèques, ces bons d'achat-là, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde ou ça va être modulé selon que la personne est seule, des familles? C'est modulé. Une personne seule va avoir un montant, mais une famille avec 2 enfants, 3 enfants va avoir un autre montant parce que les besoins sont différents. Hein, si j'ai 5 personnes à nourrir, c'est différent, c'est la facture d'épicerie qu'une personne. Au moins, avec cette aide-là, au moins, il y a des familles qui vont pouvoir passer un beau Noël. Bien, on l'espère, mais tout ça peut se réaliser complètement seulement grâce à la journée du 4 décembre. Là. Et on y va vers ça. C'est le 4 décembre, c'est la fameuse guignolée. C'est ma journée. C'est la journée de la guignolée du Centre d'action bénévole. On a les équipes de CHNC qui vont être là le matin. Guignolée des médias. Ils vont être là le matin au centre d'achat. Après ça, j'ai la Sûreté du Québec qui embarque encore, heureusement, cette année. On est chanceux, le poste de Pabot est ils sont très coopératifs et très enthousiasmés, je dirais, par la guignolée à tous les ans. Fait que cette année, on va encore avoir la Sûreté pour la tournée des commerçants, qui va se faire aussi le 4. Tout se fait le 4. On va avoir les 2 équipes du CJE, qui vont être aux 2 IGA, un à Chandler et un à Grande-Rivière. On va avoir 2 équipes là. On va avoir 2 équipes de Maison de jeunes. On a la Maison des jeunes de Chandler qui va être au Jean Coutu de Chandler. Puis on a la Maison des jeunes de Gascon qui embarque pour une 2e année avec nous, mais eux, ils allent au marché doré. Généralement, ils venaient de Chandler. Mais maintenant, ils ont décidé, Maison des jeunes de Gascon, on peut-tu faire ça à Gascon? Bien sûr, ça fait partie de notre MRC. Fait que, ils allent au marché doré de Gascon. Donc, pas mal d'équipes. Dans le fond, il va y avoir le IGA ici, à Grande-Rivière. Tu as dit centre d'achat, donc ils vont être devant le Super C. Il va y avoir une équipe devant le Super C, il va y avoir une équipe devant l'IGA à Chandler, devant Jean Coutu à Chandler, au marché doré de Gascon. Vous allez nous voir un peu partout là, le 4 décembre. Puis, bien évidemment, on a la chance encore cette année que le Père Noël a accepté d'embarquer avec la Sûreté. On est chanceux. Donc, de quelle heure à quelle heure les gens peuvent venir? Je sais que tu as dit assez tôt le matin pour le centre d'achat, mais pour ce qui est de IGA, IGA Super C, c'est à partir du Nord. OK. À partir du Nord. Mais il y a aussi, je voulais spécifier, Jean-Denis, cette année, IGA de Chandler nous offre l'opportunité de retourner le 5, le lendemain, ils font une journée d'activité produits du terroir. Et ils nous ont permis de retourner là le 5 afin d'encore collecter pour notre guignolée. Hein, l'importance de la guignolée cette année, je ne sais pas comment je pourrais la décrire. Oui, la facture d'épicerie est haute pour tout le monde, mais pour eux autres, ça n'a pas de limite. Hein? Si on sort de l'épicerie avec un sac, puis ça vient de nous coûter 100$, comme on parlait tantôt, il y a des gens qui l'ont pas, fait ils vont sortir avec quoi? La moitié d'un sac, mais il n'y aura rien, ou presque rien. Fait qu'on demande une plus grande générosité encore cette année aux gens. C'est le fun de voir qu'il y a des marchands qui créent des initiatives puis qui vous réinvitent pour y participer. Fait que Nos commerçants sont d'une générosité sans limite. Là. Je le remarque depuis plusieurs années, surtout dans notre secteur au niveau des épiceries. Là, pour ce qui est de la guignolée, nous, on a porte ouverte. Là. Ils nous le disent, venez à l'heure que vous voulez, soyez le nombre que vous voulez. Il n'y a aucun problème. La générosité des commerçants est là. Ben oui, puis on a déjà vu des commerçants qui n'ont pas pu être présents au moment où la Sûreté avait passé sur les lieux.
puis ils nous rappellent pour qu'on puisse repasser, là. Oui, ils viennent carrément à nos bureaux nous remettre les montants. Les commerçants sont généreux. Puis, pour ce qui est des cadeaux aux enfants, tu m'as dit que c'est qu'on a une équipe à Percé qui s'occupe juste de ça. Ben, j'ai parlé du Père Noël. Hein. Quand on regarde l'atelier du Père Noël, il y a des lutins. Ben, nous autres, on a nos lutins. C'est les agents correctionnels de Percé qui embarquent encore une fois cette année avec leur grand cœur pour faire les cadeaux aux enfants dont les parents ont fait des demandes de panier. Ça aussi, un enfant qui reçoit un cadeau, il n'y a rien de plus beau, là. Ses yeux s'émerveillent, c'est magique, là. Il n'y a rien de plus beau que ça, là. Fait qu'il embarque encore une fois cette année avec nous pour ça. Ça crée du bonheur aux parents aussi. Le parent qui vient chercher son panier de Noël et qui voit le cadeau qu'il peut remettre à son enfant, c'est de toute beauté aussi. Ça nous crée du bonheur à nous aussi. Ben, c'est notre Noël à nous. C'est notre Noël. On n'a pas besoin du 25 décembre, nous autres. C'est du 1er dès la journée de la guignolée, donc cette année le 4, aller jusqu'à la remise, dont la journée va peut-être être le 17, 18, on verra selon les tempêtes. Mais ça, c'est notre Noël. Qui peut dire qu'il y a 2 semaines de Noël? Nous autres. Pas Centre d'action bénévole, on a 2 semaines de temps des fêtes intense, puis on aime voir la joie puis le bonheur dans le visage des gens. Eh bien, je vous souhaite une belle période de Noël. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Soyez généreux. Oui. Mais encore plus cette année que les autres années. Je sais, vous m'entendez depuis des années le dire, soyez généreux. Mais avec l'inflation, avec la situation économique des gens de la région, soyez généreux. Merci beaucoup pour votre passage. Merci. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémirion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémirion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémirion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monseigneur Claude Lamoureux, évêque du diocèse de Gaspé. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce passage en studio. Ça me fait plaisir. Donc, vous êtes présentement en tournée paroissiale, en visite paroissiale. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi ça, la visite paroissiale? En quoi ça consiste? Alors, le diocèse, c'est un grand diocèse, vous savez, le diocèse de Gaspé, puisque c'est quoi son territoire? Je suis l'évêque du diocèse de Gaspé qui part de Cap-Chat, si vous voulez, qui fait le tour de la péninsule jusqu'à Pointe-à-la-Croix. Mais en plus, je suis également l'évêque des îles de la Madeleine. Alors, vous comprenez bien que c'est un vaste territoire. En fait, notre diocèse est subdivisé en 11 secteurs. Donc, le secteur ici de Monseigneur François Laval est un de ces 11 secteurs. Et puis, j'ai presque fait tous les secteurs jusqu'à maintenant. C'est un peu comme la cerise sur le Sunday de venir parmi vous pendant une semaine complète pour visiter les différentes communautés du secteur ici, François de Laval, puisque, bien sûr, actuellement, nous sommes à Grande-Rivière, mais il y a Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Percé. Donc, ce sont autant de communautés qui retiennent mon attention, où je vais prendre le temps de les visiter. En fait, il s'agit d'une visite de rencontre à partir des forces vives du milieu,
les différents responsables des différents comités, aussi des rencontres personnelles. Par exemple, on peut, avec le bon pasteur que vous avez, l'abbé Damien, nous sommes allés visiter déjà des personnes malades, des personnes qui vivent des difficultés quelconques. C'est un moment de rencontre, un moment pour faire le point. Un moment aussi où on célèbre ensemble. J'ai commencé dimanche dernier par les célébrations à Cap d'Espoir et aussi ici à Grande-Rivière. C'est un beau moment de temps de fraternité, de prière également, parce qu'on le sait, le grand projet de la vie de l'Église, c'est d'abord et avant tout d'être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est lui notre grand chef. C'est lui qu'on doit se mettre à l'écoute pour pouvoir toujours mieux discerner les besoins à la fois du monde, mais aussi les forces et les faiblesses peut-être que nous avons en Église et comment mobiliser davantage l'ensemble des différents ministères, des différentes personnes qui s'engagent en Église. D'ailleurs, lors de ma dernière lettre pastorale, je suis dans ma 3e année comme évêque du diocèse de Gaspé, je soulignais toute l'importance de se rappeler que la mission du Christ à laquelle nous sommes tous conviés à participer repose d'abord et avant tout sur notre baptême. C'est pas quelque chose de réservé uniquement aux prêtres, à un diacre, une religieuse, un religieux ou à un évêque, et même au pape, si je pourrais dire. Non, c'est tous et chacun, nous avons à participer à cette grande mission. Et ça dépasse, vous savez, seulement l'idée de dire « moi, je crois en Dieu », par exemple. Je pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît le Christ Jésus, qui reconnaît Jésus comme vraiment celui qui nous inspire, qui nous guide. Devenir disciple de Jésus, ça suppose, entre autres, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'aller puiser notre inspiration à même la pensée du Christ pour pouvoir la mettre en pratique. D'ailleurs, le Seigneur le dit, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il s'agit de mettre en pratique cette parole de Dieu. D'ailleurs, la religion chrétienne, ce n'est pas une religion abstraite, philosophique. C'est une religion qui est un appel à incarner un message. D'ailleurs, sans doute, vous vous rappellerez ce passage de l'Évangile. Hein, quand j'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Je regarde, par exemple, votre pasteur, l'abbé Damien, le samedi, il doit aller au centre de détention à Percé. Il accompagne les prisonniers là. Ça fait partie de la mission de l'Église, d'être présent à tous et à chacun, que ce soit quelqu'un qui a des grandes qualités, comme quelqu'un qui peut vivre un handicap ou qui vit un retrait forcé. Par exemple, un prisonnier, c'est parce qu'il a fait des faux pas, mais il y a toujours place à la réhabilitation. Je pense que l'Église se doit d'accompagner tous ces parcours de vie-là. Et c'est pourquoi la visite pastorale, c'est pour moi d'abord et avant tout un message de support que je veux apporter aux gens qui s'engagent en Église. Je veux leur exprimer ma proximité. Je veux leur dire, dans le fond, c'est avec vous que je veux marcher en Église. Le bon pape François, le regretté pape François, avait d'ailleurs initié à la fin de son pontificat une grande démarche de la synodalité. Vous savez, le mot synodalité veut dire marcher ensemble. C'est apprendre à s'écouter mutuellement. Des fois, vous savez, il y a des gens qui ont une voix plus forte ou qui sont portés à parler plus souvent que d'autres. Mais il faut prendre le temps d'écouter toute personne. Des fois, le Seigneur passe à travers une petite voix de quelqu'un qui est gêné, timide, mais que sa voix, tout à coup, donne un sens nouveau à une orientation qu'on peut donner à la vie de notre Église. Et c'est pourquoi la visite pastorale vise d'abord avant tout à assurer cette proximité, bien sûr, avec l'ensemble des forces vives d'un milieu, mais c'est pour moi aussi une occasion de connaître les gens. Tu sais, le Seigneur dit dans l'Évangile, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Alors, je pense que ce souci-là que j'ai de mieux connaître les gens qui s'engagent à la suite du Seigneur, que les personnes me connaissent aussi davantage, voient
quel évêque que je suis, quel pasteur que je suis pour l'ensemble du grand territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et cela se fait à travers des repas, des déjeuners qu'on partage tout simplement. C'est pas étranger d'ailleurs si le Seigneur a réuni ses apôtres, ses 12 apôtres, et puis c'est à travers un repas où il leur a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Bien sûr, d'offrir le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, mais faire mémoire aussi du fait que pour lui, la fraternité, c'est fondamental. On a à bâtir des communautés fraternelles, des communautés de foi. Et ça dépasse les moyens traditionnels qu'on a pu recevoir. Bien sûr, on a un héritage incroyable. Quand on regarde nos édifices, je regarde par exemple la magnifique église ici de Grande-Rivière, comme j'ai pu aussi constater la beauté de l'église de Cap d'Espoir qui a vu le jour à cause d'un feu là, qui a détruit la première. Mais c'est un moyen. Le but de tout cela, c'est de permettre à des chrétiens et des chrétiennes de fraterniser, de se rencontrer et aussi de rencontrer le Seigneur, bien sûr, par la célébration des différents sacrements. Ce genre de visite, est-ce que c'est aussi l'occasion de pouvoir constater les défis que peuvent rencontrer les communautés chrétiennes des différents secteurs? Bien sûr. Et c'est là que au cœur de cette mission, au cœur de cette visite pastorale, je pense que ça exige de moi beaucoup de prendre le temps d'être à l'écoute des personnes, à l'écoute des responsables. Et je suis arrivé dimanche et déjà dans des moments plus formels comme dans des moments informels, les gens me partagent leurs préoccupations, leurs soucis. Des fois, ça peut être des éléments très personnels. D'autres fois, c'est aussi dans des préoccupations communautaires. Et je vois que vous avez une bonne collaboration ici avec les différentes instances. Je voyais M. le maire, par exemple, qui est nouvellement réélu ici à Grande-Rivière, entre autres, qui était avec nous pour partager un temps de prière, de célébration, et qui se veut solidaire, je pense, de la vie du peuple dont il est au service, tout comme, d'ailleurs, je pense qu'on doit apprendre ensemble à s'apprécier et non pas à s'exclure. Je dois vous avouer, je suis inquiet actuellement par rapport à ce qu'on définit comme laïcité, ce qu'on définit comme le principe de la sécularisation qui est très présente dans notre société québécoise, pas seulement en Gaspésie, là, à l'échelle québécoise. Mais est-ce que la laïcité, pour moi, à tout le moins, devrait être un appel de la part de nos gouvernements de laisser de la place à tout le monde, d'avoir une approche neutre et non pas exclusive, qui exclut, qui dit, bon, la religion, on ne doit pas appuyer ça, on doit mettre ça de côté, parce que c'est pas d'abord la question de l'État. Non, ultimement, une laïcité trop perçue durement, ça devient quasiment une religion d'État athée, ou l'absence de l'expression de foi religieuse. Alors que quand moi je fais ma visite, laissez-moi vous dire, quand je rencontre des personnes d'un certain âge, d'âge moyen, ils sont porteurs de ce souci de la vie spirituelle. Ils veulent, je pense, intégrer cette dimension dans leur vie. Alors que sur la place publique, je pense que ça appartient à tout le monde. Et il y a eu même une tentative là, de dire est-ce qu'on doit exclure même une expression populaire de la foi dans les lieux publics. Moi, je me dis, les lieux publics, ça appartient à qui? Ça appartient à tout le monde. Ça appartient au peuple. Et tous, on a à être au service du peuple. Dans une démocratie, la démocratie, c'est elle qui, ultimement, doit nous permettre de cohabiter ensemble, de vivre ensemble, d'être en communion ensemble. C'est évident que le tissu social et religieux du Québec a tellement changé. Peut-être nos téléspectateurs qui nous suivent ont vécu peut-être dans les années 60, des années 50, même peut-être pour les plus vigoureux. Le Québec d'aujourd'hui a tellement changé. On accueille beaucoup, beaucoup de personnes de d'autres pays. Ne serait-ce que l'Église, par exemple. Mais tous nos pasteurs de l'ensemble de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, sauf un,
qui vient de la Gaspésie, tous nos pasteurs viennent d'autres pays. Et ça montre que justement, le visage de notre Église change beaucoup. Comment vivre cette intégration mutuelle, autant pour les gens du peuple d'accueillir aussi ces nouveaux visages, mais pour nos pasteurs aussi, d'apprendre un langage un peu ou des coutumes de notre Québec. J'écoutais entre autres parler votre pasteur qui prend des expressions québécoises, hein, au lieu de dire « viens t'asseoir », « viens t'assire ». Des exemples. On sait qu'au Québec, on a un patois, on a des expressions qui viennent caractériser notre langue. Mais c'est ça qui est beau, d'apprendre à s'accueillir, à se connaître, à s'apprécier. Mais dans le fond, on est porteur d'un trésor extraordinaire. Je pense que plus ça va aller, nos jeunes générations qui s'inscrivent dans un nouveau monde, vous savez, on parle de l'intelligence artificielle et tout ça, nos jeunes naissent avec des ordinateurs, avec des téléphones intelligents, et ils sont habitués à tout ça. Ils vont rechercher le vrai. Je suis convaincu de ça. Ils vont chercher du solide. Ils ne se laisseront pas tromper. Et dans le fond, je pense qu'on devrait être fiers de nos racines chrétiennes. C'est tellement un message extraordinaire, le message du Christ Jésus. Et c'est pourquoi je pense qu'actuellement, le grand défi de notre Église, puisque vous me demandiez un peu les buts, les objectifs, c'est de nous rappeler que c'est le Christ Jésus, faire connaître le Seigneur Jésus, le faire aimer, le faire découvrir sa pensée. Il ne pense pas comme la majorité, le Seigneur. Hein? Il va dire « aimez vos ennemis ». Je veux dire, actuellement, on a recours plutôt aux avocats, aux juges pour régler nos problèmes tout de suite, a priori. C'est rare qu'on cherche à aimer nos ennemis spontanément. Mais le Seigneur nous invite à prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui sont considérés nos ennemis. C'est pour dire que le Seigneur nous invite à découvrir des dimensions de notre être qu'on ne soupçonne pas et qu'on est appelé à prendre conscience, ensemble, en Église. Et l'Église, c'est qui? Des fois, souvent, le mot Église, on l'associe à une bâtisse, à un immeuble. C'est vrai que ça fait partie du paysage religieux, mais la vraie Église, avec un E majuscule, c'est les personnes, c'est le peuple. Et je peux vous dire que l'Église est bien enracinée dans les cœurs de nos aînés. Et ce que je souhaiterais, ce que je désirerais, c'est que nos aînés puissent contribuer à transférer le flambeau de la foi et de l'espérance aux jeunes générations. C'est un défi, parce que souvent nos aînés sont davantage résidents dans des endroits entre eux. Ils sont moins présents au quotidien avec leurs petits-enfants. Mais je voyais, par exemple, une grand-maman à Cap d'Espoir dimanche. Elle me disait qu'à chaque dimanche, elle vient avec sa petite fille, que j'ai rencontrée d'ailleurs, puis elle vient prier avec. Et la petite fille est contente de ça. Ce lien d'amour, ce lien particulier d'un petit enfant avec sa grand-maman peut devenir un tremplin pour découvrir en même temps quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand que nous, qui est le Christ Jésus, qui est le Seigneur, dans le fond. Quand vous parliez de laïcité tout à l'heure, vous avez parlé de l'espace public là, qui devrait être à tout le monde, que le monde pourrait exprimer leur foi en lieu public. C'est dans quel sens que vous dites ça? Parce que on voit beaucoup dans les médias on pourrait dire des manifestations de foi dans les rues, tout ça, qui dérangent beaucoup. En ce moment, c'est plutôt la religion musulmane qui le fait en ce moment. Puis le monde le dit, moi je le ferai pas, un catholique le ferait pas. Mais c'est-tu dans ce sens-là ou c'est comment que vous le pensiez? Bien, moi d'abord, je pense qu'au cœur de toute cette diversité qu'on constate de plus en plus dans le tissu social et religieux du Québec, c'est, je pense, de respecter la différence. On a la difficulté à accueillir la différence.
on devient intolérant à cette différence. Et c'est ça qu'il faut être vigilant à respecter cette différence-là. Mais là où le bas blesse, à mon point de vue, c'est que ce qui se passe en Gaspésie, ce qui se passe à Montréal, au centre-ville, c'est pas la même réalité. Et tout ce débat-là, cette question-là, cet enjeu-là, vient d'une place en face de la basilique Notre-Dame, où tout à coup, des frères d'une autre confession religieuse ont occupé ce territoire-là pour faire leur prière et parfois pour exprimer leur résistance ou leur réserve face à certains sujets, qui est un espace public. Mais, et c'est là que je me dis, moi, soyons vigilants, faisons attention pour ne pas aussi imposer à l'échelle québécoise des enjeux qui sont d'ordre plus urbain et montréalais. D'ailleurs, beaucoup de politiques, d'ailleurs, parce que, qu'est-ce que vous voulez, la moitié de la population est dans la région de Montréal, au Québec. Tu sais, on n'est pas nombreux au Québec, on a un vaste territoire, mais on dirait qu'on fait les lois ou on les conçoit, on les imagine qu'à partir de ce lieu-là. Oui, je pense qu'il faut intégrer et prendre en compte cette réalité-là, mais c'est bien différent de ce qui se passe à Cloridum ou à Percé ou encore à Havre-aux-Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, moi, je me dis, ayons cette sagesse. Et pour y arriver à des décisions équilibrées, justes, c'est là que je me dis que la clé de succès, ce n'est pas de s'isoler les uns des autres, c'est de se donner la chance de s'écouter mutuellement. Et des fois, j'ai l'impression qu'actuellement, on laisse pas beaucoup de place à écouter la version, par exemple, des groupes religieux ou même de l'Église. Plusieurs sujets, plusieurs enjeux sont traités à l'Assemblée des évêques du Québec, par exemple. Et puis, il y a une tentative de faire connaître ça dans les médias. Mais c'est bizarre, ça fait jamais la manchette. C'est jamais publié d'une façon insistante. Ça passe presque sous silence. On n'en parle pas. Et c'est là que je pense ça mériterait, je crois, un meilleur équilibre. Et selon moi, la voie qui permettrait ça, c'est d'avoir des dirigeants, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais je dis avec une sagesse. La sagesse, c'est de savoir accueillir les différents sons de cloche. Et je pense que quand on est au service d'un ensemble, il faut apprendre à être comme des chefs d'orchestre. C'est sûr qu'on aimerait que tout le monde joue peut-être du violon ou du piano ou de l'orgue, mais c'est pas ça la réalité. C'est quoi la réalité? C'est qu'il y a différentes versions, il y a différents points. Il faut se donner la chance de le faire. Je sais qu'actuellement, on essaie de précipiter peut-être l'élaboration d'une constitution québécoise, par exemple, à l'échelle québécoise. Moi, je me dis, donnons-nous le temps. C'est pas parce qu'il y a une élection qui va arriver dans un an qu'on doit tout à coup faire ça à une rapidité de l'éclair. Non, moi, je me dis, si on est vraiment au service du peuple, on va se donner le temps d'accueillir les différents sons de cloche et puis peut-être réajuster notre tir. Parce que, vous savez, changer d'idée, c'est pas un signe d'incompréhension, de manque d'intelligence. Hein? Ma mère disait qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Oui, j'ai entendu celle-là aussi. Là, je vous ai dirigé vers un autre sujet, alors qu'on parle de votre visite pastorale. Là. Je vais vous ramener là-dessus. Dans ces visites-là, bon, vous avez parlé justement de rencontrer les gens, tout ça. C'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer tous ceux qui gravitent autour de la paroisse, ce qu'on appelle les laïcs, je crois. Là. Mm-hmm. Donc, pour vous, c'est quoi comment vous voyez le rôle des laïcs, l'évolution du rôle des laïcs dans la paroisse? Donc, ouais, ça. On l'a touché un petit peu, hein, quand j'ai parlé que la mission à laquelle nous sommes appelés à participer concerne tout baptisé, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Mais notre Église actuellement a la chance d'avoir une belle diversité d'engagement.
Par exemple, bien sûr, on a nos prêtres dont j'ai fait référence tantôt. On a des diacres permanents dans la région ici. Vous avez 2 diacres permanents. Michel Bakwala et on m'a dit le nom tout à l'heure, Paul-André. Je ne me rappelle pas du nom de famille, par exemple. Mais Paul-André et Michel, donc, sont très actifs dans la région. Un davantage au niveau de l'éducation de la foi et puis dans les célébrations. Tandis que Michel est actuellement chancelier du diocèse, en études également et en service à Gaspé, beaucoup moins peut-être présent à ce moment-ci, mais il continue à être présent à travers des célébrations de baptême, de funérailles ou de participation à la messe. Mais, vous savez, par exemple, votre pasteur ici, là, bien, il y a plusieurs communautés à servir, à se rendre présent. Avant, vous aviez un curé et puis il y avait une seule église, une seule paroisse. Il pouvait même être très présent dans l'assemblée de fabrique, porter même le chapeau de président d'assemblée de fabrique. Selon la loi, le prêtre est par défaut ou automatiquement président de l'assemblée de fabrique. Mais pratiquement, là, presque dans toutes les paroisses, l'évêque nomme une personne qui devient président d'assemblée de fabrique. C'est une délégation de pouvoir, c'est une nomination d'évêque. Par exemple, ici, c'est M. Raymond Martel, qui est le président de l'Assemblée de fabrique de Grande-Rivière. Mais là, c'est un avantage énorme, parce qu'on peut se soutenir, s'entraider. Ça ne veut pas dire que tout à coup, le prêtre ne s'occupe plus de ça du tout, puis il ne parle plus avec Raymond, par exemple, le président. Non, ça demande une complicité, ça demande une coopération, une solidarité aussi dans la vision de la vie de la communauté. Mais ça répartit les charges, les préoccupations. Puis, et ça, c'est, je pense, un volet très important. Dans votre région, vous avez aussi des religieuses à Chandler, pas loin d'ici, là, tout à côté, qui sont présentes dans les hôpitaux, mais qui aussi œuvrent dans l'éducation de la foi pour accompagner les jeunes adultes. Je regardais Sœur Monique, par exemple, Sœur de Saint-Paul de Chartres, ici même à Grande-Rivière. Elle a préparé des adultes au baptême, à la confirmation. Bien, moi, je pense que c'est autant d'intervenants et d'intervenantes qui ne sont pas prêtres, mais qui participent à la mission de l'Église. Je participais encore il y a peu de temps à une soirée de prière. Il y a quelqu'un qui est responsable de cette prière-là. Mais c'est magnifique. Parce que avant, c'était M. le curé ou M. le vicaire qui organisait tout ça. Non, maintenant, il y a différentes personnes qui prennent en charge différents volets, que ce soit de spirituel ou encore d'ordre pratique. Je regardais, par exemple, ce matin, je rencontrais la personne qui est responsable du comptoir de partage. Vous savez, la friperie, si vous voulez, qui est située au sous-sol du presbytère de Grande-Rivière. Mais ça aide les familles, ça, dans le coin. Ça leur permet d'acquérir des objets qu'ils ont besoin et à un moindre coût. Et ça aide la fabrique aussi, ça aide la paroisse à faire preuve et à faire face aux obligations financières. Parce que notre Église a besoin du support de tous. Prenez juste un exemple. La grande Église ici de Grande-Rivière. La hauteur de cette Église. Avez-vous pensé le chauffage de cette Église-là? Ça, là, tu n'as pas agi encore, tu n'as rien de fait, mais juste s'assurer que ce lieu-là soit chauffé convenablement. Et les coûts d'énergie aujourd'hui sont exponentiels, sont très élevés. Et je sais que les administrateurs ont pris beaucoup de soins pour essayer d'améliorer beaucoup cette réalité-là, de faire baisser les coûts. Mais on me disait encore récemment que ça serait tellement important que tous et chacun sentent l'urgence de soutenir aussi cette fait-là de protection de ce lieu-là pour aider à la chauffer. Tu sais, c'est très important. C'est juste un détail, ça, mais c'est un détail qui fait partie dans le budget là, des administrateurs de la paroisse. Ici, entre autres, c'est très élevé. Tandis que je voyais à d'autres endroits, je donne l'exemple de Sainte-Thérèse de Percé, qui fait partie du secteur ici également. Sainte-Thérèse de Gaspé. Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est ça. Mais là, ils ont mis des thermopompes pour essayer de diminuer les coûts. Ici, à Grande-Rivière, c'est avec un principe des granules. Un autre endroit, des fois, on trouve toutes sortes de solutions, mais plus l'ensemble de la population, des chrétiens et des chrétiennes de la région appuie cette préoccupation-là, plus je pense que ça peut aider à consacrer de l'énergie aussi
dans d'autres volets qui est aussi important que les volets pastoraux et spirituels. Je vous avais parlé des défis tout à l'heure. Justement, ça, je voulais vous entendre là-dessus. Concernant les églises, il y a beaucoup de... on a beaucoup de difficultés. Quand je dis on, c'est plutôt les communautés, les fabriques. Les églises, bon, il y a beaucoup de difficultés. Il y en a qui sont vendus, il y en a que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec. Il y a des fusions de paroisses. C'en est un gros défi, ça, pour les... Oui, je dois vous avouer qu'en Gaspésie, mais pas juste en Gaspésie. Oui, c'est partout. C'est partout en Occident, mais aussi, bien sûr, au Québec, d'une façon toute particulière. Et là, l'enjeu, à mon point de vue, dans ma lecture, de mes visites pastorales dans l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, c'est que nous avons des petites communautés. Plus au nord de la péninsule gaspésienne que dans le sud. Mais ici aussi, ça se fait ressentir. Mais quand tu as une population de 300 personnes, moins de 500 personnes, qui héritent d'un édifice assez imposant, et avec la réalité socio-religieuse dans laquelle nous vivons, ça devient extrêmement difficile de continuer de pouvoir habiter ce lieu-là. Alors, moi, ce que j'encourage beaucoup, et jusqu'à maintenant, ma foi, je remercie le Seigneur, ces passages-là, ces transitions-là s'effectuent bien, c'est que si on ne peut plus utiliser l'Église traditionnelle pour se rencontrer, célébrer, prier, on trouve la salle des Chevaliers de Colomb, l'hôtel de ville, la salle communautaire, qui deviennent des lieux, des fois une résidence pour personnes âgées, je pense entre autres à Murdochville par exemple, qui deviennent le lieu de rassemblement. Donc la communauté continue de vivre parce que les distances font en sorte que c'est presque illusoire de demander à quelqu'un de faire 25 km pour aller dans la paroisse voisine. Alors je pense que ça demande un service adapté à la configuration du territoire et de la réalité de la population gaspésienne. Donc c'est vrai, je dois vous avouer que pour moi, je suis dans ma 3e année comme évêque là, en Gaspésie. Et puis, c'est plusieurs endroits que je dois accompagner qui changent de visage un peu, c'est-à-dire qui changent de moyens pour vivre leur foi. Ce n'est plus dans l'Église, c'est dans une autre salle. Et puis, c'est d'accompagner aussi toutes ces transitions-là. C'est pas facile. C'est parce qu'on est attaché à notre milieu, on est attaché à ces lieux-là. Et puis, comment bien vivre ça dans la sérénité, dans l'espérance? Vous parlez justement, tu es obligé d'aller dans un autre endroit. Moi, quand j'étais jeune, là, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça, parce que, bon, ça fait quand même longtemps que je suis ici, là. Mais dans ma paroisse, ça se faisait, la messe, ça se faisait dans le gymnase de mon école primaire. Donc, à chaque dimanche, ben, ils amenaient une grosse croix pour la représentation. Ils installaient les chaises, ils installaient tout ça pour qu'ils puissent avoir le... Je trouve ça intéressant que l'exemple que vous donnez, parce que moi, écoutez, quand je regarde l'histoire un peu de la création de nos paroisses, de la fondation de nos communautés, très souvent, pendant plusieurs années, ça a commencé à l'école. Ça a commencé au gymnase, un endroit. Ça a commencé à un endroit beaucoup plus humble et simple. Et après un certain temps, un groupe de chrétiens et de chrétiennes sont allés cogner à la porte de l'évêque, dire « Monseigneur, on est prêt à faire construire notre église, puis on va prendre les moyens, on va financer. » Puis là, l'évêque s'assurait « Êtes-vous sûr, là? Parce que là, ça va être des sommes importantes. » Puis les gens « Oui, on va le faire, puis on va en prendre soin, puis on va prendre les moyens. » Et c'est seulement à cette condition que l'évêque disait « OK, je vais signer un décret de création d'une paroisse et de vous donner l'autorisation de bâtir une église. » Aujourd'hui, c'est comme si tout à coup, on fait un chemin inverse, à rebours un peu.
Mais comment le tout va se finir, on ne sait pas. L'important, c'est de ne pas oublier que la communauté de foi, c'est nous d'abord. Et puis peut-être vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vivront d'autres situations. Puis c'est eux qui vont dire, ben nous, là, on veut se construire un lieu différent. Et puis ils vont faire comme nos devanciers, eux aussi prendront des décisions courageuses et appuieront tout cela à leurs moyens et selon leurs moyens. Et c'est un peu le grand défi actuellement de notre Église, c'est de s'adapter à la situation. Tout individu doit s'adapter. Quand tu es enfant, tu vis des choses. Quand tu deviens adulte, c'est une chose. Quand tu es rendu un aîné, tu vis d'autres adaptations. Des fois, on a pensé que l'Église catholique était éternelle. Son mode d'être et de vivre était éternel sur terre. Oui, on est appelé à l'éternité, à la vie éternelle. Mais nos institutions sont appelées, elles aussi, à s'ajuster, s'adapter à la réalité dans laquelle nous vivons. C'est le défi. La mission maintenant, la mission de l'Église, ou en tout cas, ça serait quoi pour vous la priorité essentielle de l'Église, puis comment elle se concrétiserait ici dans le diocèse? Pour moi, la mission fondamentale, centrale, urgente, c'est de faire connaître Jésus et sa pensée. Pour moi, j'entends des fois quelqu'un qui me dit « Ah, moi je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'Église. » Ou encore « Je crois à un être suprême, je crois à une force, une énergie. » C'est déjà une ouverture, c'est à la transcendance. Mais le trésor extraordinaire de notre foi chrétienne, c'est le rappel de la victoire du Christ sur la mort, sur le mal. Il est ressuscité, on a à découvrir qui est Jésus, et pour ce faire, on a besoin de s'entraider là-dedans. Il n'y a pas de magicien qui arrive puis il peut tout à coup changer les idées, les pensées. Selon moi, c'est d'apprendre à devenir des disciples de Jésus. Qui que nous soyons, moi-même comme évêque, j'ai à être un disciple de Jésus. C'est-à-dire un disciple, il ne se prend pas pour Jésus. Hein? Le disciple se met à l'école du Seigneur Jésus. Il s'efforce de se convertir à la pensée de Jésus. C'est celui qui se laisse transformer par l'Esprit du Christ. C'est celui ou celle qui accepte de suivre le Seigneur. Le Seigneur le dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes, qu'on n'aura pas de défis, d'épreuves et tout ça. Non, non. Le Seigneur le dit, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que pour le Seigneur, toute situation peut devenir une occasion d'espérance parce qu'il est là. J'aime beaucoup, beaucoup la prière de Charles de Foucauld, Saint Charles de Foucauld, qui a été canonisé il y a à peine quelques temps. Et puis, dans sa prière où il s'est intitulé « Mon Père, je m'abandonne à toi », Saint Charles de Foucauld dit « Seigneur, j'accepte tout. D'abord que j'ai la conviction dans mon fort intérieur que tout vient de toi. Tu vas m'accompagner, tu vas me soutenir, que je sois malade, que je vive un déplacement, un changement d'emploi, que je vive une tristesse au niveau amical ou amoureuse. Le Seigneur vient nous visiter dans toutes les situations. Et c'est un peu ça le cœur de la mission, le message que l'Église doit adresser. Et vous savez, ma devise épiscopale, je pense que peut-être vous sembliez dire que c'est peut-être le point culminant ou le point de finale de notre rencontre. J'aimerais attirer votre attention sur ma devise épiscopale, qui s'inspire d'une lettre de Saint Paul à Tite, au chapitre 3, verset 5, qui dit « Poussé par ta seule miséricorde ». Je pense qu'au cours des années, dans nos familles, dans la vie de notre Église, dans la famille de l'Église, il y a pu avoir des blessures, des maladresses, des comportements pas toujours ajustés. Mais je crois que le remède ultime, il faut faire des réparations, il faut essayer de se réconcilier les uns avec les autres. Je suis d'accord avec ça. Mais l'ultime guérison dans tous ces différends, dans tous ces difficultés rencontrées, pour moi, c'est la miséricorde.
C'est cet amour qui va au-delà de toutes nos misères et qui nous dit « Je suis avec vous dans vos misères comme dans vos bons moments ». Donc, cette mission-là, dans le fond, on pourrait dire qu'elle est toujours d'importance. Est-ce que c'est parce que, justement, il y a de moins de fidèles, donc il faut aller, justement, aller chercher les nouvelles générations pour... Le témoignage, le pape François aimait dire, allez aux périphéries de l'Église, du monde, sortez, et soyez une Église en sortie. Ça veut dire que toute rencontre peut devenir le lieu propice du témoignage et de la transmission de cette conviction. Moi, je pense qu'on a retrouvé cette conviction de fond. Moi, je visite actuellement des personnes aînées, là. C'est des gens qui sont convaincus, qui sont vraiment enracinés dans cette foi chrétienne. Je le vois par des objets dans leur maison, des images, des objets. Je le vois par leurs prières, leurs paroles. Je pense que si on pouvait faire une prière, c'est demander que ce trésor qu'on porte dans des vases d'argile, nous dira un texte de l'Écriture, bien puisse être répandu dans les cœurs, puis fasse en sorte que cette conviction qu'on ne se trompe pas de suivre le Seigneur Jésus, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », qui peut nous conduire vers le beau, le vrai, le bien, l'amour. Pour terminer, avez-vous un message personnel ou que vous voudriez adresser? Bien, je pense que le message, je voudrais l'associer à ce temps qui approche, le temps de l'Avent, à la préparation de la grande fête de Noël, où entre autres le thème qui est retenu, c'est d'être des veilleurs dans l'espérance, d'avoir un cœur vigilant, capable de voir tous les signes d'espérance autour de nous, par des gestes de fraternité, de solidarité, par une prière offerte au nom de quelqu'un. Je pense que c'est un peu le message. Je souhaite à tous nos téléspectateurs qu'ils puissent être réceptifs, disponibles, le cœur ouvert à tous ces milliards de signes d'espérance que Dieu veut nous communiquer, mais qui exige de notre part, et c'est là l'exigence d'une foi, d'une confiance que tout est possible avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. Eh bien, Monseigneur Claude Amoureux, évêque du diocèse de Gaspé, merci beaucoup pour votre passage en studio. Ça me fait plaisir. Et bonne continuité dans votre visite. Là, vous en allez où après ça? Bien, je reste dans le secteur. Après ça, je retourne à Gaspé pour la OK, donc c'est terminé. Bien, ça se termine ici. Ça va finir le 16 novembre. Là. Tu sais, c'est du 9 au 16 novembre, la visite pastorale ici. Toute la semaine que je passe au milieu de vous pour être avec vous. Bien, à la prochaine. À la prochaine. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Selon Radio Gaspésie, le centre commercial Place Jacques-Cartier de Gaspé a été vendu à l'entreprise montréalaise Layad. Fondée en 2012, cette société possède un portefeuille immobilier diversifié au Canada, incluant du résidentiel, de l'industriel et des hôtels. Elle détient notamment les promenades Saint-Laurent à Matane et le méga-centre Le Bourgneuf. Layad met de l'avant des pratiques de durabilité
pour réduire son empreinte environnementale via des mises à niveau écologiques. L'entreprise s'engage par ailleurs à investir activement dans le développement des communautés locales où elle choisit de s'implanter. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, Tourisme Gaspésie a dévoilé un bilan très positif pour la saison estivale 2025. L'organisation estime que la région a accueilli près de 711 000 visiteurs entre mai et septembre, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à 2024. Les retombées économiques ont connu une progression encore plus forte, atteignant 468 millions de dollars, soit une augmentation de 10%. Ces résultats s'inscrivent dans une tendance de croissance soutenue, observée alors que l'ensemble du Québec enregistre aussi une hausse de la fréquentation. Un sondage auprès des entreprises touristiques révèle un taux de satisfaction très élevé. 93% des répondants évaluent la saison de façon positive. Selon Radio Gaspésie, le Parti québécois et le maire de Gaspé dénoncent fermement l'utilisation de pales d'éoliennes chinoises dans un nouveau projet en construction près de Beaupré. Selon la presse, 171 pales chinoises transitent déjà par le port de Saguenay pour la première phase du projet. Le député péquiste Pascal Bérubé critique l'inaction de la CAQ, rappelant que son parti avait autrefois mis en place des obligations de contenu pour favoriser la filière québécoise. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, s'inquiète de ce manque d'appui et réitère la nécessité pour le gouvernement Legault de prioriser l'industrie éolienne locale, notamment l'usine de Gaspé. Selon Gaspésie Nouvelle, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a établi les priorités de son nouveau mandat autour de 3 grands axes: l'entretien des infrastructures existantes, l'accentuation de la participation citoyenne et le soutien aux axes économiques traditionnels. L'Arena est en tête de liste des infrastructures à remplacer, le maire visant la concrétisation du projet d'ici 2029. Monsieur Côté mise sur le nouvel appel de projet du programme PAFIRSPA pour obtenir un financement provincial, notant le timing intéressant avant les élections de 2026. Sur le plan économique, il souhaite que le pôle naval décroche des contrats et que la filière éolienne québécoise, incluant l'usine de Gaspé, soit favorisée par rapport aux fournisseurs étrangers. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec constate de nombreux freins empêchant le déploiement du plein potentiel de ses 86 000 membres. L'organisme estime qu'en moyenne, 40% des activités exercées par les infirmières pourraient être déléguées à d'autres professionnels tels que des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires ou du personnel administratif. Ce constat est confirmé par Pierre-Luc Bugeaud, président du syndicat des infirmières de l'Est du Québec. L'Ordre soutient qu'une révision majeure de la collaboration interprofessionnelle est essentielle pour améliorer la fluidité et l'efficacité de la première ligne et renforcer la coopération avec les médecins. Selon Gaspésie Nouvelle, la microbrasserie Pete Caribou continue de se distinguer à l'international en remportant 2 nouvelles médailles d'or au prestigieux Brussels Beer Challenge. La première médaille d'or a été décernée à La Chalumeau, un vin d'orge d'inspiration anglaise maturé dans des barils de sirop d'érable caramélisé. La deuxième a été remportée par la Gaspésienne numéro 13 dans la catégorie Porter, un titre qu'elle avait déjà obtenu en 2021 et 2020. Plus de 1700 bières de 35 pays ont participé à cette 14e édition, confirmant la tendance de croissance de Pete Caribou, qui avait déjà récolté 4 médailles en 2024. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir.
Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.